merci d'être si nombreux à cette dernière conférence du cycle donc NDD Camp du SEO Camp ici. Merci à David de nous d'avoir concocté ce programme sur les noms de domaine pour cet événement. Donc on est réunis pour parler des noms de domaine expirés ensemble et entre autres mettre ça en relation par rapport aux droits des marques. Donc la petite question, alors j'en ai pas un grand monde dans la salle, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu un recommandé d'une marque ou d'un tiers suite à un nom de domaine qu'il avait droppé? Ouais, David, ouais, ok. Vous avez fait quoi? Cirelli? Ah d'accord, ok. D'accord, donc directement une plainte, d'accord. Voilà, vous connaissez un petit peu ces différentes démarches-là. Donc, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, quels sont les éléments de droit qu'on peut mettre en exergue par rapport à ça. Alors, je me présente très rapidement. Donc, je m'appelle Jean-François Poussard. J'ai créé la société Solid Names, donc qui fait de la gestion de la surveillance de marques parmi les noms de domaine Internet. J'ai créé cette société avec Anthony Don, donc, qui est mon associé. On est basé à Bordeaux. Et ça fait depuis 15 ans que je travaille dans ce secteur des noms de domaine, donc avec 2 expériences auprès de registrars ICANN. J'interviens beaucoup sur ces sujets également en école de commerce comme l'INSEC ou Subdepub, où je parle des noms de domaine à Internet, donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, le premier point, on a dit, c'est les noms de domaine expirés par rapport à l'épreuve du droit des marques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà enregistré une marque ou pas, ici? Non? Personne? Si, on va en avoir une. Non, non, un nom, une marque, vraiment, à l'INPI. Ouais, ok. Alors, je vais prendre ce nom, on va regarder alors, est-ce que ça va être visible si ça a été renouvelé ou pas? On va le voir. C'était il y a longtemps. Tu peux me donner le Teradoc. Teradoc. Non, alors a priori, il n'est plus enregistré. Gaël, tu en avais une en tête? Non? Ouais, vas-y. La Fuma, ok. Donc c'est pas Gaël qui est propriétaire de la marque La Fuma, hein, c'est juste un exemple. Donc ici, vous avez une base gratuite, hein, vous avez le lien après, qui vous permet de vérifier s'il y a une marque qui est déjà enregistrée. Et donc, si on prend ici la Fuma, on voit qu'il y a beaucoup de marques qui sont enregistrées. Donc, on va prendre, par exemple, cette marque ici internationale, où on va avoir en fait les différentes classes de produits et services dans lesquelles est protégée la marque. Donc ici, on a ces différents enregistrements. Alors, c'est eux ça ou pas? Non, c'est pas eux. C'est la marque Inter. J'ai pris. Oui. D'accord. Alors, on va retourner à la liste des résultats pour prendre le La Fuma qu'on connaît. Ici. Alors, ici, c'est eux. Donc, une marque, ça s'enregistre dans les classes de produits et services, donc ça peut prendre différentes formes. Hein. Ici, elle est un petit peu, c'est une marque qu'on appelle semi-figurative, parce qu'il y a un élément de logo avec un petit peu d'élément verbal. Et là, on a donc toute la marque qui est enregistrée pour les malles et valises, pour les meubles, pour les cordes, les ficelles, les vêtements, les articles, etc. Et ici, vous avez un mandataire, donc le cabinet Germain et Moreau, donc, qui a enregistré cette marque-là, donc un conseil en propriété intellectuelle. Donc là, on a une marque qui est enregistrée. Et grâce à cette protection de marque, la FUMA va pouvoir agir éventuellement si un tiers s'amuse à enregistrer un nom de marque. Alors quand vous voulez enregistrer un nom de marque, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier, c'est de faire s'assurer qu'il n'y ait pas de marque antérieure qui est déjà enregistrée. Donc c'est une recherche d'antériorité que vous allez effectuer. Mais il faut bien regarder dans les classes de produits et services dans lesquelles la marque est enregistrée. Parce que contrairement à un nom de domaine qui est unique, une marque, il peut en avoir plusieurs, mais dans des classes de produits et services différentes. Donc on cite souvent les crèmes dessert Montblanc qui sont protégées donc, pour les crèmes dessert, mais il y a aussi une autre marque Montblanc pour les stylos. Mais il y en a plein comme ça. On peut penser à Polo, la voiture de Volkswagen, mais aussi Polo, la marque de Ralph Lauren. Il y a cette spécificité qu'il y a dans le droit des marques par rapport à des classes de produits et services, alors qu'un nom de domaine, lui, est unique. Polo.com, ça appartient à Ralph Lauren. Il n'y a pas la moitié où je choisis une voiture et l'autre moitié où je choisis les polos Ralph Lauren. Donc, on a ce premier point à respecter, s'assurer qu'il n'y ait aucune antériorité tierce. Le signe ne doit pas être trompeur.
Typiquement, il y a la marque de caviar Petrosian qui avait voulu enregistrer la marque caviar Petrosian, mais dans les classes de produits et services qui étaient des œufs de poisson autres que du caviar. Donc en gros, ils voulaient vous vendre quelque chose sous caviar Petrosian qui n'était pas en fait des œufs de poisson de caviar. Donc ça a été considéré comme un signe étant trompeur et donc ça a été refusé. Oui. C'est ensuite des tiers ou l'INPI qui peut agir sur ces éléments-là. Typiquement, un autre critère, c'est que la marque soit respectable. Donc le signe ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Quand il y a eu les attentats à Paris, il y a des gens qui ont voulu enregistrer la marque Je suis Paris. L'INPI a dit non, c'est contraire à l'ordre public, j'annule ces éléments-là. Donc ça peut être des démarches parfois, soit de tiers, soit de l'INPI directement. Et puis un point très très important, très différent par rapport aux marques et au nom de domaine, c'est que le signe doit être distinctif. Okay. Donc, il faut éviter tout ce qui est marque évocatrice. Or, avec le web, il y a plein de marques évocatrices qui ont été créées ces dernières années. On citait vente privée un peu plus tôt dans le cycle nom de domaine. Il y a beaucoup de marques comme ça qui étaient très évocatrices. Et le problème, si vous partiez sur une marque évocatrice, c'est que cette marque suggestive, elle va être beaucoup moins protégée par le droit des marques. Alors, vous avez le droit de prendre un terme générique. Hein. J'ai le droit de prendre Orange, mais pour des produits télécoms. Je n'ai pas le droit de prendre Orange pour un producteur d'Orange. Ça, c'est interdit. J'ai le droit de m'appeler Police pour des lunettes. Par contre, si j'avais un service de sécurité et que je l'appelais Police, ça, a priori, ça serait une marque qui ne passerait pas. Donc, je mets ce préalable au niveau des marques pour, justement, si vous allez être attaqué par une marque, Gaël disait tout à l'heure, notre défense, c'est souvent l'attaque. C'est quand vous allez être attaqué, vérifier que la personne en face, elle a vraiment une marque qui respecte ces critères-là. Ensuite, une marque, donc ça vous donne un monopole d'exploitation. Elle est protégée pour des classes de produits et services. Donc il faut faire aussi très attention aux classes de produits et services dans lesquelles votre marque est enregistrée. Parce que vous allez pouvoir potentiellement vous défendre si vous exploitez sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la marque. Ça peut être le même nom, mais sur des classes de produits et services qui vont être différents sur cet aspect-là. Alors, vous avez les petits outils, donc on a essayé celui-là il y a quelques instants, donc de l'INPI qui est gratuit, qui vous permet de faire une recherche à l'identique. Si vous voulez faire une recherche un peu plus complète, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un cabinet juridique spécialisé sur ces éléments-là, que ce soit un avocat ou un CPI. Et vous avez cette base également donc, mondiale qui est à disposition, qui est très utile, TMView, qui vous permet de faire une recherche au niveau mondial pour voir s'il y a quelqu'un qui a le même nom de marque. Donc si un jour vous avez un conflit avec quelqu'un au Brésil, en Chine ou autre, cette base est vraiment très, très complète. Alors, on va parler donc forcément des noms de domaine expirés. Alors j'aime bien cette petite infographie que fait Gandhi, donc, qui est un des registrars majeurs en France. C'est quand même pour rappeler quelque chose qui est, je trouve, très choquant sur les problématiques de noms de domaine expirés, c'est que vous avez, les titulaires ont quand même une redemption period, donc une période où ils peuvent réabonner leur nom de domaine. Donc un nom de domaine qui est aujourd'hui expiré, à sa date d'expiration, s'il n'est pas renouvelé par son titulaire, il n'y a plus de service associé. C'est-à-dire que le mec, il n'a plus de site internet et il n'a plus de mail. Donc normalement, il s'en rend compte quand même assez rapidement s'il utilisait tous les jours son nom de domaine là-dessus. Donc on a des gens qui abandonnent, alors selon les périodes, on est sur 30 jours sur le .fr, 60 jours sur les génériques comme le .com ou .net, qui ont laissé passer ces périodes longues quand même, 1 mois ou 2 mois, sans utiliser, sans faire le choix de réactiver leur nom de domaine. Ils ont fait ce choix. Alors parfois il y en a qui disent ça, c'est un oubli, etc. Mais ils avaient quand même cette période qui était assez longue. Donc on a souvent, je le disais, des sites qui vont être coupés. Et cette redemption period, elle est parfois salvatrice, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grosses sociétés qui ont fait des oublis et où ils s'en sont rendus compte très rapidement. Atos, par exemple, donc avait oublié de renouveler un nom de domaine. Vous savez, quand il y a la double authentification, quand vous achetez en ligne, vous êtes redirigé vers un site où on vous envoie un code avec votre SMS. Mais un de ces noms de domaine-là, Atos, en 2017, donc ce n'est pas la préhistoire, c'était il y a 3 ans, il a oublié de réabonner son nom de domaine. Il est donc passé en redemption period, donc plus de services associés. Plus de services associés, donc les gens ne pouvaient plus payer en ligne pour ceux qui utilisaient ce nom de domaine-là. Donc là, la redemption period a été salvatrice, mais on a parfois des personnes qui oublient, et là, le nom de domaine, il retombe dans le domaine public, et là, n'importe qui peut le prendre. Donc on arrive avec des situations ubuesques, parfois, où vous avez la mairie de Besançon qui distribuait, par exemple, des clés USB à des élèves de CE2,
leur indiquant, ben voilà, allez visiter ce site d'histoire-géographie, de sciences naturelles, etc., etc. Sauf que les noms de domaine, ils ne vérifiaient pas s'ils étaient renouvelés par leurs différents titulaires. Certains noms étaient retombés dans le domaine public et avaient été repris par des tiers, sauf que ces tiers, on avait fait des sites adultes. Donc la mairie se retrouvait à distribuer des clés USB avec des sites porno aux élèves de CE2, je le rappelle. Prenez les QR codes aussi, hein. On en connaît... On connaît le système des QR codes sur les jeux concours qui sont souvent utilisés pour ces éléments-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Heinz qui avait fait un jeu concours, sauf que son jeu concours, une fois qu'il était passé, il l'a abandonné. Mais il y avait encore les QR codes qui étaient présents sur les éléments de ketchup. Les personnes qui flashaient le QR code, au lieu d'être redirigés vers le jeu concours, ils étaient redirigés eux aussi vers un site adulte. Donc attention à bien renouveler ces noms de domaine. Donc là, on a parlé des éléments liés au site web, mais n'oubliez pas, un nom de domaine, c'est aussi des emails qui peuvent être associés. Et là, vous avez cette histoire qui a fait grand bruit aux Pays-Bas, où la police nationale a décidé de changer de nom. Et ils ont abandonné leur ancien nom principal qu'ils avaient eu pendant des années, avec tous les emails des différents policiers qui communiquaient avec cette adresse. Elle est retombée dans le domaine public. Un tiers bienveillant l'a enregistré et s'est amusé à mettre un catch-all pour récupérer tous les mails qui étaient encore adressés à ces éléments-là. Il a récupéré des milliers et des milliers de documents, dont, entre autres, les plans de sécurité des marchés de Noël. On est en pleine période des attentats sur les marchés de Noël en Europe. Donc on voit comment des éléments critiques peuvent être récupérés, aussi parce qu'un nom de domaine expiré, c'est certes du site web, du trafic, du jus, on en parle beaucoup ici, mais ça peut être aussi tous les mails qui sont encore adressés à l'ancien titulaire sur ces éléments-là. Alors toujours sur ces éléments de mail, il y a une étude assez intéressante qui avait été faite il y a quelques temps sur un cabinet juridique australien de mémoire qui avait changé de nom. Ça arrive beaucoup, des cabinets qui fusionnent, etc. Ils ont abandonné les anciens noms de domaine. Un tiers l'a aussi redéposé ces noms de domaine pour récupérer les mails. Il a récupéré 25 000 emails. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des emails clients, des notes d'honoraires, des décisions de justice, ou même des factures Uber. Il savait que tel avocat était allé de tel endroit à tel endroit parce qu'il y avait encore son compte Uber qui était connecté avec cet ancien nom de domaine-là. Donc on voit que c'est vraiment très critique aujourd'hui, un nom de domaine expiré, que c'est systématiquement repris. On a bien vu toutes les plateformes qui permettent ça avec David auparavant. Et il y a certains registres, nos voisins belges, qui disent clairement, comme si l'AFNIC faisait ces démarches-là pour les .fr, le registre belge dit « Attention, n'abandonnez pas un nom de domaine qui a été exploité ». Ils le disent clairement sur leur site internet, ils disent « C'est dangereux, vous prenez un risque considérable si vous faites le choix d'abandonner votre nom de domaine ». Pourquoi? Parce que tout le truc de trafic, forcément, on a beaucoup parlé pendant toutes ces journées à récupérer le jus, mais ils expliquent aussi au niveau du mail. Alors, ils expliquent des bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement si quand même un jour vous voulez abandonner, parce que autrement vous vous retrouvez avec un portefeuille qui peut grossir. Ils disent pensez à rediriger l'ancien site et mesurer son trafic, demandez aux gens qui avaient fait des backlinks de supprimer les backlinks et de les mettre sur le nouveau lien. Et puis pour les mails, mettez un message pour dire non, c'est plus cette adresse mail-là, c'est une nouvelle, contactez-nous sur ces éléments-là. Et il dit c'est une fois que tous ces indicateurs ils sont quasi à zéro que vous pouvez envisager d'abandonner votre nom de domaine. Alors, je parle bien des noms de domaine qui étaient actifs, qui étaient utilisés. Un nom de domaine qui était j'adorelafuma.biz, qui avait été déposé par la FUMA à titre préventif et qui n'a jamais été utilisé, celui-là, vous pouvez le balancer, il n'y a personne qui en voudra. Mais un nom de domaine qui a été actif aujourd'hui, quand vous l'abandonnez, vous pouvez être sûr qu'il va être repris par un tiers pour les raisons qu'on a évoquées, et donc avec des éléments de préjudice qui peuvent être quand même très embêtants. Alors, les plateformes, David en a parlé, ici vous avez quelques captures d'écran de plusieurs plateformes qui proposent ce type d'éléments. Ce qu'il faut voir, c'est donc il y a des enchères. Là, je vous ai mis quelques montants d'enchères de nom de domaine qui ont pu partir ces derniers mois. Et si on prend Nuit debout, qui est quand même un très joli nom, qui était reparti en juin, donc l'été dernier, à 16 000, Nuit debout, c'est une marque enregistrée. Si je vais sur le site de l'INPI, je vais voir qu'il y a 3 marques enregistrées avec Nuit debout. Vous vous souvenez de ce mouvement citoyen qui était né sur la place de la République à Paris il y a quelques années. Alors, super au niveau des liens, plein d'articles de presse, etc. Mais c'est une marque enregistrée.
Là où la personne a été intelligente en réexploitation, c'est qu'aujourd'hui, Nuit debout, c'est comment draguer en ligne. Et c'est super bien référencé. Hein. Si vous prenez draguer sur Tinder, vous verrez que Nuit debout fait partie des premiers résultats qui arrivent en référencement naturel sur ces sujets-là. Mais s'il avait exploité ce nom pour un mouvement politique, potentiellement le titulaire de la marque aurait pu lui tomber dessus. Là, ça n'a plus rien à voir, donc pas de souci d'un point de vue légal. OK ? Alors, toujours un petit peu sur ces histoires de noms, il y a beaucoup de noms de personnalités aussi qu'on va retrouver parfois sur les enchères. Alors, j'ai vu passer par exemple hélène-ségara.fr là récemment. On en voit beaucoup avec les politiques, parce que les politiques créent beaucoup de noms. Hein, donc, on a souvent évoqué Marine 2017.fr pour le référencement. Ici, vous avez le cas de François Fillon, où vous avez un peu toute la vie d'un nom de domaine. C'est-à-dire que François Fillon, en 2013, il a racheté fillon2017.fr à un étudiant de mémoire, un jeune homme de 20 ans. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait, le jeune homme de 20 ans? Il avait pris tous les noms de personnalités politiques, il avait associé à 2017, et il avait regardé ce qui était disponible. Et le seul truc qui était encore disponible, c'était Fillon 2017. Et donc, à ce titre-là, il l'avait enregistré. François Fillon s'est présenté aux primaires de la droite et a fait un chèque de 1 000 € à l'internaute, au jeune étudiant qui a récupéré 1 000 € dans l'histoire. Il est clair que si François Fillon avait fait une procédure extrajudiciaire, on va le voir d'ici quelques instants, il le récupérait, hein, clairement là-dessus. Sauf que François Fillon a gagné les primaires. Après, il a été désigné comme candidat de la droite au présidentiel. Donc, plein de liens forcément sur son site web. Il est arrivé ce qui est arrivé à François Fillon par la suite. Et donc, le nom de domaine, il a décidé, ou on a décidé pour lui, dans son entourage en tout cas, celui qui gérait le nom de domaine, de ne pas le renouveler. Il est retombé dans le domaine public avec tous les liens qu'il y avait. Il est parti à 3 600 € sur les plateformes d'enchères là-dessus. Et là, même chose, François Fillon pourrait aujourd'hui le récupérer par rapport à son. Parce qu'on va voir qu'il y a une procédure extrajudiciaire qui est très utilisée pour les titulaires de marque pour récupérer des noms de domaine qui seraient pris par des tiers. Donc cette procédure, elle s'appelle la procédure UDRP. Alors, il y a 3 critères qui sont cumulatifs pour pouvoir récupérer ce nom. Alors, il y a un point qui est quand même très important à retenir. Là, on est sur les procédures UDRP donc, qui concernent les extensions génériques, plusieurs extensions pays, dont le .fr, même si le .fr a une autre procédure qui s'appelle Cirelli, qu'on va évoquer, qui reprend à peu près ces principes-là, mais qui est moins chère, parce qu'une procédure UDRP, aujourd'hui, ça coûte 1 500 $. 1 500 $, et il faut rajouter à ces 1 500 $ souvent les frais du cabinet qui va vous représenter, un avocat ou un CPI. Donc souvent, ces frais-là vont être au moins du montant de 1 500 $. Donc on est sur une procédure qui coûte 3 000 €. Et là se pose quand même une question pour une marque. Est-ce que j'essaie de négocier un prix moins cher que les 3 000 € que va me coûter la procédure pour récupérer le nom auprès du titulaire, ou est-ce que je décide d'attaquer ? Ça, c'est un choix que font chaque marque. Moi, personnellement, je recommande aux marques de ne jamais payer, ou alors vraiment une somme très faible, parce que sur le principe, payer quelqu'un qui me vole, j'ai du mal, clairement. Et après, ça peut quand même encourager ce cybersquatting spéculatif. J'ai enregistré Galerie Lafayette.biz, je l'ai acheté 10 €, je leur ai revendu 1 000 €. Tiens, il y a Galerie-Lafayette.biz qui est enregistré, pourquoi je ne continuerai pas de cette façon-là à leur soutirer de l'argent. Mais reste ce fait, 1 500 $ à la charge de la société qui est victime. Tout ce qu'il va obtenir, c'est le transfert ou l'annulation du nom de domaine. Pas de dommages et intérêts, rien du tout. Donc c'est clair que c'est très confort pour le cybersquatter, entre guillemets, qui a juste perdu le nom de domaine qu'il a acheté 10 €. C'est une procédure qui est internationale, donc ça c'est super, parce qu'une société française, si elle a un litige avec un concurrent moldave, un ancien fournisseur iranien ou un cybersquatter chinois, il peut utiliser cette procédure-là et elle est systématiquement appliquée. Si le registrar n'applique pas la décision, il peut perdre son accréditation. Donc autant dire que même les registrars pas très compliant avec les marques, ils écoutent bien ce type de décision. C'est une procédure qui est contradictoire, c'est-à-dire que la personne en face peut se défendre. Il y a 3 critères à réunir. Ces 3 critères, ils sont cumulatifs. Si vous ne les avez pas,
vous ne remportez pas la procédure. Premier critère, il faut que le nom de domaine soit identique ou similaire au point de prêter à confusion par rapport à une marque enregistrée. En gros, si vous n'avez pas de marque, c'est même pas la peine de faire une procédure UDRP. Donc, d'où l'importance de faire le petit test qu'on a vu tout à l'heure, de vérifier si la personne a une marque, parce que si vous n'avez pas de marque, ça sert strictement à rien de faire cette procédure. Ensuite, il faut démontrer que la personne n'a pas un intérêt légitime. Voilà, si j'ai enregistré, si David avait, par exemple, s'il y avait une marque, je ne sais pas s'il y a une marque Shelly qui existe ou pas quelque part dans le monde, mais s'il y avait une marque et que David récupérait Shelly.com, la marque ne pourrait pas attaquer David en disant « tu n'as pas le droit de l'avoir ». Parce que David dirait « non, c'est mon nom de famille, j'ai un intérêt légitime à avoir ce nom-là ». Okay. Troisième élément, c'est prouver l'enregistrement et de mauvaise foi. Donc la mauvaise foi elle peut se caractériser sur plein d'éléments. Ça peut être de la vente de produits de contrefaçon, ça peut être du phishing, ça peut être un dépôt spéculatif. Le fait d'acheter un nom de domaine dans l'optique de le revendre plus cher, c'est considéré comme de la mauvaise foi dans ce contexte UDRP, toujours par rapport à une marque enregistrée. Et du coup, là je vous ai mis quelques cas assez récents, plusieurs marques font des procédures extrajudiciaires pour les cas de cybersquatting classiques, mais aussi pour des noms de domaine expirés. Ici, par exemple, la banque Accor, qui est devenue Honnet depuis, elle explique, alors c'est souvent assez rigolo sur les cas comme ça de noms de domaine jugés en UDRP pour des noms de domaine expirés, c'est comment ils essayent de cacher un petit peu la boulette qu'ils ont fait, quoi. Donc là, Banque Accor, ils disent, voilà, depuis 2001, on avait ce nom de domaine banque-accor.com, mais en raison d'une erreur administrative, on a paumé on a laissé le nom de domaine expirer. Dropcatch l'a récupéré, mise en vente $2000. Tout de suite, la Banque Accor a fait sa procédure extrajudiciaire, a récupéré le nom, mais cette erreur administrative, elle a quand même au moins coûté $3000 à la Banque Accor. Mais on a les trois critères qui sont réunis, pas de souci. Là, vous prenez la Transat Jacques Vabre, donc l'ancien site de la Transat Jacques Vabre, donc une course de voile. Là, la personne a essayé un petit peu de se défendre. Elle a dit, il avait fait ce site-là où il racontait un petit peu l'histoire de la Transat. C'était plutôt bien fait. Sauf que quand la marque l'a contacté, il a dit ok, je veux bien te le rendre, mais c'est 1000 €. Et ça, c'est considéré comme de la mauvaise foi d'un point de vue UDRP. C'est-à-dire, revendre plus cher un nom de domaine que le prix auquel on l'a acheté, c'est considéré comme un élément de mauvaise foi. Autre élément quand même de mauvaise foi qui a été retenu ici, c'est que sur ce site, il avait plein de clics, en fait, AdSense, pay-per-click, etc. Et donc, comme ça générait des revenus. Ça, c'était aussi considéré comme de la mauvaise foi. Donc là, on a ces marques qui ont oublié de renouveler leur nom de domaine et qui ont pu les récupérer au niveau UDRP. Alors, vous en avez plusieurs, comme ça, je vais vous citer, facebookaddiction.com, où là, il était à 25 000 $, carrément, en prix de vente. Autant dire que Facebook ne s'est pas embêté, procédure UDRP, on a récupéré. L'Autofoot, joli nom, mais c'est une marque de la Française des Jeux. Comment la Française des Jeux a pu oublier de renouveler l'Autofoot sur ces éléments-là. Là, un petit cas aussi un peu classique, Brest Métropole, donc titulaire de la marque Citech Week, donc qui était une conférence sur la mer, etc., qui existe depuis 1999. Ils oublient de renouveler le nom de domaine, boum, ils retombent dans le domaine public, et hop, ils ont fait la procédure extrajudiciaire pour le récupérer. Donc là, à chaque fois, les trois critères étaient réunis. Bonne nouvelle quand même pour vous, si vous êtes attaqué, c'est que parfois, les marques ne gagnent pas. Alors, dans quel cas les marques ne vont pas gagner ? Plusieurs éléments. Déjà, il faut être une marque. Ce cas est assez incroyable, il est récent, c'est cette année. C'est une boîte australienne qui a racheté, donc auprès d'un tiers, un nom de domaine, donepad.com. Ils l'ont racheté $3000. Donc ils ont fait la démarche de racheter un nom de domaine à un domaineur, peut-être, $3000. Sauf quand ils ont fait le rachat en 2019, ils ont oublié, après, en mars 2020, de réabonner le nom de domaine. Du coup, le nom, il est retombé dans le domaine public. Et là, il y a un tiers qui l'a pris, qui l'a snappé, et qui l'a mis à Afternic à $50 000 australiens.
Et là, la boîte australienne a refait une proposition à 2000 $ australiens pour essayer de récupérer le nom qu'ils avaient déjà racheté quand même, 6 mois avant. Bon, sauf que cette société australienne, elle n'a pas la marque. Premier critère, pas respecté. Ciao. Donc là, on verra, hein, mais il faudra qu'ils trouvent un terrain d'entente entre les 50 000 et les 2000 ici. Autre élément, David disait qu'il investissait parfois sur des noms un peu génériques ou des choses comme ça. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le préambule des marques. Une marque, elle doit être évocatrice. Elle doit être distinctive. Et elle ne doit pas être donc évocatrice. Exemple ici avec médailledebaptême.com. L'ancien titulaire n'a pas réabonné son nom de domaine. Il n'explique pas pourquoi, sûrement une erreur administrative peut-être, ou une erreur technique. Et donc le nom il retombe dans le domaine public alors qu'il était exploité auparavant. Sauf qu'un tiers qui était dans ce secteur l'a déposé, l'a enregistré. Et là, qu'est-ce que va dire le juge ? Il a un intérêt légitime à enregistrer un nom de domaine disponible et descriptif de son activité. Ça, il a le droit de le faire. Donc là, en l'occurrence, le tiers qui a profité que son concurrent abandonne médailledebaptême.com, il a pu le récupérer et d'un point de vue, il a pu conserver en fait le nom de domaine qu'il avait récupéré en backorder sur ces éléments-là. Donc, quand vous êtes sur un nom générique, vous avez le droit de vous positionner pour récupérer ce nom. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de marque en amont, mais vous avez le droit de le faire. Alors, après, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même sur les plateformes, j'ai mis ici quelques captures de Udot parce que c'est le plus connu, mais il y a quand même certains noms qui peuvent vous évoquer des éléments. Prenez Festina, quand même, les montres Festina. Là encore, hein, Festina, la marque de montres, ils ont eu 30 jours pour éventuellement récupérer leur nom. Donc c'est quand même un choix délibéré de leur part. Et pour info, c'était quand même leur ancien site officiel. Hein. Donc on a les différents encres, etc., qui sont indiqués ici. 625 backlinks, etc., qui se retrouvent en vente sur Udot. Aujourd'hui, un tiers reprend ce nom-là. S'il exploite pour un site de montres ou de bijoux ou autre, il se fait défoncer et Festina va tout de suite le récupérer par rapport aux critères qu'on a pu évoquer. Il n'y a pas de souci. Par contre, je ne sais pas, si je fais un restaurant, Festina, il y a Festin dedans. Je ne pense pas que la marque Festinoise soit protégée pour les services de restauration. C'est peut-être envisageable. Il y a cette opportunité-là. Je vous ai dit que j'enseigne à l'INSEC. Quelle a été ma surprise quand j'ai vu qu'INSEC.fr était chez Udot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne connais pas la personne qui gère les noms de domaine à l'INSEC, mais en gros, c'était leur site officiel au début des années 2000. Hein. Ils ont la marque aussi depuis 1985. Ils ont changé de site officiel pour partir sur le .com. Ils ont dû racheter le .com en fait au cours des années 2000 pour ça. Et donc, ils ont décidé d'abandonner le .fr. .fr, il est parti à 210 € aux enchères sur Udot. Bon, il n'y a toujours rien dessus, ça fait quand même un petit moment, c'était en mai 2019, donc ça aussi c'est parfois un peu bizarre quand même de voir, alors c'est pas les 25 000 € de net public qu'on évoque depuis pas mal de temps ce matin, mais c'est quand même assez incroyable. Alors là, même chose, c'est sûr que si je m'amuse à faire des activités de formation, je vais systématiquement me faire tomber dessus par l'INSEC. Par contre, je sais pas, dans INSEC, il y a SEC, je sais pas si je fais une laverie, par exemple, un système de laverie automatique ou autre, peut-être que je pourrais prendre ce nom-là pour cette activité-là. C'est pour ça que c'est super important de regarder, quand une marque vous attaque, les classes de produits et services dans lesquelles la marque est protégée. Alors, ça, on peut se poser des questions sur je vais peut-être essayer de trouver un intérêt légitime. Après, il y a des trucs où vous ne posez pas de questions. Hein. Quand vous voyez qu'il y a des noms comme ça, comme Converse pas cher ou sacguess.fr, vous voyez l'historique, vous voyez les backlinks, là on est totalement sur du nom de domaine qui vendait de la contrefaçon, qui a été expiré, qu'un tiers va peut-être reprendre pour refaire de la contrefaçon. Mais il est clair que les marques, les plateformes d'enchères, ne font pas de ménage en amont sur les noms de domaine qui sont disponibles et qu'il y a parfois des marques notoires comme ça ou des noms de personnalités qu'on va retrouver sur ces plateformes d'enchères.
Alors, vous avez comme ça des différentes histoires, et je vais vous parler ici de Yannick Agnel. Donc Yannick Agnel, ça c'est son ancien site officiel, donc nageur français, médaille d'or, je ne sais plus sur quelle distance, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, vous avez son site qui s'est transformé en une boutique de contrefaçon de Nike. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le nom de domaine n'a pas été renouvelé, un problème a priori avec son agence web, etc. Et vous avez un Italien qui a enregistré ce nom de domaine, qui s'appelait Guido V. Et là, ce qu'a décidé de faire les représentants d'Yannick Agnel, c'est de demander la vérification des coordonnées auprès de la FNIC. Ça, c'est quelque chose qui est gratuit, que vous pouvez faire auprès de la FNIC. Dire, ah, ces coordonnées me paraissent bizarres, est-ce que vous pouvez vérifier? La FNIC a vérifié et a dit, ah ouais, c'est bidon, il n'y a personne derrière, je supprime le nom. Donc, il est retombé dans le domaine public. Sauf que Yannick Agnel ne l'a pas tout de suite redéposé. Et donc là, il y a un autre tiers qui l'a enregistré. Là, c'était un Allemand, Katharina N. Et hop, elle a mis le site de contrefaçon Nike. Donc là, ils ont décidé de faire une procédure qui est spécifique au .fr, qui s'appelle la procédure Cirelli, pour récupérer en fait ce nom de domaine. Sachant qu'Yannick Agnel, en termes d'image, c'était très compliqué pour lui, parce que là, vous vendez des fausses Nike, et lui, il gagne de l'argent, pas trop par rapport aux médailles ou les choses comme ça. C'est plus ses sponsors, dont son équipementier. Et son équipementier, c'était le Coq Sportif. Donc, l'égérie du Coq Sportif, son ancien site officiel, ça vend des fausses Nike. C'était vraiment pas terrible. L'avantage de la procédure Cirelli, pour le .fr, spécifique au .fr, c'est qu'elle est beaucoup plus abordable. 250 € par rapport aux 1 500 $ de la procédure extrajudiciaire. Et si vous gagnez, vous avez 100 € remboursés par la FNIC. Donc finalement, de frais de procédure, ça ne coûte que 150 € à la marque victime, présumée victime. Ok. Donc c'est quand même assez avantageux là-dessus. Oui, David ? Ouais, on va faire la. Je montre juste ce dernier cas et je montre ce point-là où voilà, peut-être beaucoup moins connu que Yannick Agnel, mais typiquement voilà le type de comportement qu'on a sur le .fr sur un nom qui est expiré. Une nana qui est micro-nutritionniste, qui est titulaire de la marque, qu'oublie de renouveler son nom de domaine. Du jour au lendemain, ça devient un blog avec, voilà, enfin même la FNIC dans la décision dit, voilà, c'est des articles d'information vidés de sens, des intitulés cannelle brûle graisse pour gel brûleur de graisse femme. Bon voilà, typiquement sur ce type d'éléments. Là, elle a fait une procédure extrajudiciaire et elle a pu récupérer donc son nom de domaine au niveau avec cette plainte donc spécifique Cirelli qui est vraiment avantageuse. Je voulais juste, avant de passer à la question Mug, vous montrer quand même comment les marques se défendent. La majorité des marques ont des surveillances de marque. Okay. Donc, si quelqu'un s'amuse à enregistrer la marque La Fuma dans des classes de produits et services en Corée ou en Chine, il y a des solutions de cette façon-là. De plus en plus de marques optent pour une surveillance de marque parmi les noms de domaine, pour détecter, en fait, dès que quelqu'un va enregistrer un nom de domaine reprenant sa marque. Et les noms de domaine expirés, forcément, il y a une nouvelle date de création, donc ils vont être alertés de cette façon-là s'il y a un nouveau dépôt. Donc c'est des petits livrables que vous pouvez recevoir par mail de cette façon-là. Et ce qui est très utile aussi, ce que font de plus en plus les marques, c'est de surveiller également comment évoluent ces noms de domaine abandonnés. Typiquement sur Valérie Espinasse, voilà, dès qu'ils se sont rendus compte, oups, on a oublié de réabonner le nom de domaine, oups, il a été pris par un tiers, ils ont mis un système d'alerte où dès que du contenu a été activé, ils ont été au courant à ce niveau-là avec ce type de capture qui est indiqué et une analyse qui se fait au niveau du WIS, au niveau de la configuration des noms de domaine. Et c'est vraiment très utile pour suivre l'évolution d'un nom. Ici, vous avez le groupe Chèque Déjeuner donc, qui est devenu Up. Ils ont une fondation. C'était donc le nom de domaine upgroupfoundation.com. Ils ont changé de nom. Ils l'ont laissé retomber dans le domaine public. Il y a un tiers qui l'a pris, donc ils ont été embêtés. Ils l'ont mis sous surveillance et là, il vient juste d'être activé pour voilà, donc le nouveau titre de la page, c'est Up Group Fondation, stratégie d'entreprise. Bon, bref, ils ont récupéré tout le jus, etc. Et on va voir un petit peu comment ils vont utiliser ce nom-là. Mais Up a mis en place cette surveillance pour être alerté en cas de, sur l'usage, sur les différents noms.